azul flawan يذون le docteur Amara donc ذي تذويل تنون تزمرت قبل كلش la santé avant tout. الساقين on va aborder le sujet sur l'hypertension artérielle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, il y a environ 1,3 milliard de personnes atteintes d'hypertension artérielle dans le monde. 46% d'entre elles l'ignorent. Seulement 42% d'entre elles sont diagnostiquées et traitées. Il y a environ 21% des personnes hypertendues, ce qui représente une personne sur 5 qui a une hypertension maîtrisée. En France, selon Santé publique France, qui a publié des chiffres en mai 2023, il y a environ 17 millions de Français atteints d'hypertension artérielle, dont 6 millions d'entre elles l'ignorent, ce qui représente 30% de la population française atteinte d'hypertension artérielle. En Algérie, 23% de personnes sont atteintes d'hypertension artérielle environ, ce qui représente 11 millions, selon une étude publiée en octobre 2023. L'hypertension artérielle constitue le premier facteur de risque cardiovasculaire. Donc elle fait partie des premières causes de décès prématurés dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé définit l'hypertension artérielle comme une pression artérielle supérieure ou égale à 140-90 mm de mercure, c'est-à-dire supérieure ou égale à 14,9. Une tension normale, c'est une pression systolique entre 120 à 129 mm de mercure et une diastolique entre 80 à 84 mm de mercure, c'est-à-dire une tension entre 12 et 13 pour la systolique et 8 à 8,5 pour la diastolique. L'hypertension artérielle sévère, elle se définit par une pression artérielle supérieure ou égale à 180-110 mm de mercure. L'hypertension maligne, c'est une hypertension sévère qui est définie par des chiffres tensionnels au-delà de 180-130 mm de mercure, avec une atteinte au niveau visuel, avec un œdème papillaire de grade 3 ou 4 au fond d'œil. Et une atteinte d'autres organes, comme par exemple le rein, le cœur ou le cerveau. Les symptômes de l'hypertension artérielle. Il faut savoir que dans la majorité des cas, l'hypertension artérielle, elle est asymptomatique. Donc, grosso modo, aucun symptôme. Donc, elle évolue à bas bruit. C'est pour ça, certains la surnomment le tueur silencieux. Parfois, elle est symptomatique. Et dans ce cas-là, elle va se manifester par des maux de tête, des sensations de vertige, sensations d'étourdissement, des acouphènes, des bourdonnements d'oreilles, des troubles visuels, avec des mouches volantes, ou bien une vision floue. Parfois des nausées, des vomissements, des essoufflements, des douleurs thoraciques, et parfois même des évanouissements. Chez certains patients, notamment chez les personnes âgées, on peut retrouver des signes de déshydratation ou une sensation de soif intense. Et parfois, chez certains patients qui ont une fragilité, notamment au niveau de la tache vasculaire au niveau du nez, se manifeste par l'épistaxis. Donc, l'épistaxis aiguë, c'est-à-dire l'élève des exfuseurs. Il est recommandé, donc au-delà de 40 ans, de mesurer sa pression artérielle au moins une fois par an, même si on n'est pas hypertendu. C'est pour le dépistage. Les causes de l'hypertension artérielle ou les facteurs de risque. Dans les facteurs de risque ou bien les causes aiguës, il y a l'un des causes dans les facteurs de risque non modifiables. Donc les facteurs de risque aigus, on ne peut pas les modifier. C'est l'âge. Tant qu'on avance dans l'âge, on a le plus de risque de faire une hypertension artérielle. Pourquoi? Parce qu'avec le vieillissement cardiovasculaire,
ça donne une rigidité artérielle et ce qui donne une hypertension artérielle. Le deuxième facteur, c'est le facteur héréditaire. Donc sur le plan génétique, l'hérédité familiale, il faut savoir que si on a des parents hypertendus, on a plus de risques de développer une hypertension artérielle. Le troisième facteur, chez les femmes par exemple, il y a 3 moments où il faut vraiment dépister l'hypertension artérielle. Parce que dès les 3 moments, souvent il se manifeste l'hypertension artérielle chez les femmes. Le premier moment, c'est au moment où une femme jeune, elle va prendre sa première contraception orale, les œstroprogestatifs. Le deuxième moment, c'est la grossesse. Le troisième moment, c'est la ménopause. Sur le il y a les facteurs de risque modifiables. Les facteurs de risque modifiables, justement, c'est à ce niveau-là qu'il faut agir pour diminuer le risque de développer une hypertension artérielle ou bien de l'aggraver. Les facteurs de risque, le premier, c'est le surpoids. Le deuxième, c'est la sédentarité, c'est-à-dire un manque d'activité physique. Le troisième, c'est la consommation excessive de sel. Il faut savoir que les apports recommandés, les apports journaliers recommandés, il ne faut pas qu'ils dépassent 6 grammes par jour. Le tabagisme, l'alcool, au-delà de 2 verres par jour, augmente très significativement le risque de développer une hypertension artérielle. Le stress, le mauvais sommeil, l'isolement social. L'isolement social, c'est l'hypertension artérielle. C'est tout à fait normal, une personne qui va s'isoler, qui va se replier sur elle-même, elle va adopter de mauvais comportements, c'est-à-dire elle va manger mal, elle va se mettre peut-être à fumer ou à boire de l'alcool, elle va manger une nourriture qui n'est pas saine, qui n'est pas vraiment recommandée dans la prévention des problèmes cardiovasculaires, et le risque d'hypertension artérielle et ses conséquences, il augmente chez cette population. Les médicaments. Certains médicaments, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme Voltaren, ibuprofène par exemple, les corticoïdes, les vasoconstricteurs nasaux, c'est-à-dire les personnes qui présentent un syndrome grippal par exemple, elles font ce qu'on appelle une automédication par des vasoconstricteurs nasaux, qui sont en vente libre d'ailleurs dans toutes les pharmacies du monde entier. Et il faut savoir que ce genre de médicaments augmente très significativement le risque de développer une hypertension artérielle. Certaines maladies, comme les maladies rénales, l'insuffisance rénale par exemple, peut engendrer l'hypertension artérielle. D'ailleurs, l'insuffisance rénale avec l'hypertension artérielle, c'est comme l'œuf et la poule. L'insuffisance rénale, elle peut être la cause d'une hypertension artérielle, et l'hypertension artérielle aussi peut être la cause de l'insuffisance rénale. Certaines maladies rénales, comme une sténose par exemple de l'artère rénale, certaines maladies endocriniennes qu'il faut chercher systématiquement en deuxième intention après le bilan initial, comme par exemple le phéochromocytome, l'hyperaldostéronisme primaire. Nous regardons les complications de l'hypertension artérielle. Pourquoi la maladie, la pathologie, elle est grave, et elle est très fréquente, donc il faut connaître justement la pathologie aiguë, il faut la connaître, les facteurs de risque inus, la prévention et son traitement et tout ça pour éviter justement des complications qui sont potentiellement graves, voire mortelles. Dans les complications, on distingue donc les complications aiguës, c'est-à-dire des accidents aigus. Par exemple, l'angine de poitrine ou l'infarctus du myocarde. Les AVC, l'accident vasculaire cérébral, qu'il soit ischémique ou hémorragique, c'est souvent aussi une conséquence de l'hypertension artérielle mal contrôlée par le traitement, ou bien non diagnostiquée, non suivie.
La dissection aortique. Alors là, la dissection aortique, vraiment, c'est une pathologie qui est due à une fragilisation de l'aorte, qui est l'artère la plus importante du corps humain, qui est souvent due à d'autres facteurs aussi. Il n'y a pas que l'hypertension, mais l'hypertension, elle aggrave. Donc, ce, ou bien elle déclenche, ou bien elle favorise la dissection aortique, qui est vraiment une pathologie très grave, et c'est une extrême urgence, et elle est, dans la majorité des cas, elle est mortelle. Les complications chroniques. Dans les complications chroniques, donc on a l'insuffisance cardiaque. Donc le cœur, à un moment donné, il ne va pas supporter une pression artérielle très élevée. Il va se mettre à pomper. À un moment donné, le muscle cardiaque il va se dilater, après il va s'hypertrophier. Il n'en peut plus. C'est ça ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. On a l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale aiguë, et bien parfois, il y a certaines personnes qui développent ou bien qui ont une hypertension artérielle qui n'est pas diagnostiquée, qui évolue depuis des années. Et bien parfois, malheureusement, on découvre l'hypertension à l'occasion d'une insuffisance rénale chronique, parfois sévère, voire terminale. Donc ce genre de patients, ils ont un risque de se retrouver en hémodialyse, par exemple. Voilà. L'artérite des membres inférieurs. Donc l'artérite des membres inférieurs, c'est l'une des complications macrovasculaires de l'hypertension artérielle. L'artérite des membres inférieurs, c'est une complication macrovasculaire de l'hypertension artérielle, donc, mais qui peut conduire soit à des ulcères artériels au niveau des membres inférieurs, ou carrément à des amputations au niveau des membres inférieurs. La rétinopathie hypertensive. Donc c'est l'une des complications microvasculaires au niveau de la rétine, c'est-à-dire une complication ophtalmologique. C'est pour ça d'ailleurs, chez tout hypertendu, il faut absolument faire un bilan au moins une fois par an chez l'ophtalmologiste pour vérifier s'il n'y a pas cette complication qu'on appelle une rétinopathie hypertensive. Au niveau du cerveau, il y a plusieurs modes de complications en plus de l'AVC hémorragique, mais dans les complications chroniques, on trouve les démences, c'est-à-dire les troubles neurocognitifs d'origine vasculaire et dernier, la maladie d'Alzheimer. Il faut savoir que l'hypertension artérielle, elle favorise aussi la maladie d'Alzheimer. On a aussi, dans le cadre du bilan cognitif chez certaines personnes, notamment des personnes âgées, on trouve ce qu'on appelle des hypersignaux de la substance blanche au niveau cérébral qui sont à l'origine des troubles cognitifs, mais la cause instance, c'est l'hypertension artérielle non traitée ou non diagnostiquée. L'une des complications chroniques et qui peut conduire à toutes ces complications, c'est le déni de la maladie. Pourquoi? Parce que l'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique, donc certains patients, sachant que ils ont une maladie chronique, ils vont se lasser à un moment donné, c'est-à-dire à cause de la prise de traitement quotidienne tout le temps. Du coup, parfois, donc, ils abandonnent leur traitement et ils développent malheureusement les complications aiguës. Des choses qu'il a comme bilan dans le cadre de l'hypertension artérielle. De diagnostiquer une hypertension artérielle chez une personne, le diagnostic c'est simple, c'est-à-dire il suffit juste de mesurer la pression artérielle. Au-delà de 140-90 mm de mercure, donc il a les patients les personnes il a ce qu'on appelle un bilan initial. Le bilan initial en plus de l'examen clinique pratiqué par le médecin, avec un interrogatoire poussé pour voir les antécédents du patient, les antécédents familiaux, s'il n'a pas une autre maladie qui peut aussi avoir un lien avec l'hypertension et tout ça, les habitudes alimentaires, l'histoire de la maladie, un petit comme ça, c'est-à-dire l'hypertension aiguë, sémilimée et tout ça. En plus de ça, il faut absolument faire un bilan sanguin, une prise de sang. Dans le bilan sanguin, on demande le dosage de la créatinémie pour voir la fonction rénale. L'insuffisance rénale, elle peut être la cause ou la conséquence de l'hypertension artérielle.
le dosage du cholestérol, notamment du LDL cholestérol, qui est vraiment un des facteurs de risque de l'hypertension artérielle et de toutes les maladies cardiovasculaires. En plus de ça, il faut faire un électrocardiogramme chez tout patient présentant une hypertension artérielle. Et le dernier examen de dépistage, c'est la protéinurie au niveau urinaire, c'est-à-dire la recherche des protéines avec une bandelette urinaire sur un échantillon urinaire. Mais il y a les examens plus poussés, c'est-à-dire d'autres examens complémentaires peuvent être pratiqués en fonction du contexte, en fonction de la gravité de l'hypertension, en fonction des antécédents du patient. Donc on est parfois obligé de faire d'autres examens complémentaires en fonction du contexte. Le traitement de l'hypertension artérielle. Avant de mettre un traitement médicamenteux, donc le patient, il faut qu'il suive des consignes, des règles hygiéno-diététiques, c'est ce qu'on appelle l'hygiène de vie. Donc les conseils à guider en prévention. Mais ça, pour les traitements médicamenteux, c'est l'affaire du médecin. Donc il y a 5 classes pharmacologiques des antihypertenseurs. C'est les diurétiques thiazidiques, l'un les inhibiteurs calciques. Par exemple, amlodipine, nifedipine, c'est des inhibiteurs calciques. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les IUC, coversil, pérandopril, par exemple. Les inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine 2, les ARA2. Par exemple, Tareg, c'est des sartans. Tareg, Valsartan, Aprovel, par exemple, Herbizartan. L'un des bêta-bloquants, le chef de Felensen, c'est le bisoprolol. Donc le choix du médicament. Donc le médecin a choisi le médicament, ici Wedman, il patient en fonction de la sévérité de l'hypertension et en fonction des comorbidités. Mais vraiment, c'est le médecin qui choisit. Sur la prévention, c'est là où votre rôle il est très important. De faire en sorte, soit de ne pas développer l'hypertension artérielle aiguë, non, de ne pas l'aggraver, mais laisse-la déjà s'installer. Le premier dexon, donc, il faut tout simplement agir sur les facteurs de risque modifiables l'effet d'hypertension. C'est-à-dire, pour les personnes en surpoids ou bien obèses, le surpoids aigu, c'est simple. Tu calcules l'IMC. L'IMC, c'est quoi? C'est l'index de masse corporelle. Tu calcules le poids divisé sur la taille au carré. Donc, le résultat, mais il est dépassé 25, il y a 25 à 30, donc on est en surpoids. Il y a 30 à 35, on est en obésité. Au-delà de 35 à 40, on est en obésité morbide. L'IMC, il faut tout faire pour le baisser en dessous de 25. Voilà. Mais donc, c'est simple. Rêve, par exemple, il a modifié le comportement alimentaire. Par exemple, il faut éviter de manger des sucreries, de boire des sodas, de boire, par exemple, de l'alcool. Il faut arrêter le tabac. Il faut diminuer la consommation de sel. Il ne faut pas que ça dépasse les 6 grammes par jour. D'accord? Et il faut aussi éviter tout ce qui est les sauces et tout ça. Les plats industriels, les pizzas surgelées, tout ça, c'est vraiment, la charcuterie, ça c'est vraiment à éviter parce que c'est vraiment un des facteurs les plus importants pour développer des problèmes cardiovasculaires, l'hypertension. Donc, il faut encourager à faire une activité physique. Une marche de 30 minutes quotidienne, par exemple, ça peut suffire, notamment chez les personnes âgées et tout ça. Mais les jeunes, ils peuvent faire quand même un peu de sport, au moins 3 séances d'une heure, 1h30, 3 séances par semaine. Gérer son stress. Même si gérer le stress, soit avec des séances de yoga, l'hypnose, la sophrologie, des techniques de relaxation,
Il faut lutter contre l'isolement social. Donc, بنادم يقرا des تغيمي كان واحدة ستيالي سيت الكول الدخان des pizzas surgelées et tout ça. Il a قد يفا شوية داشا شوية l'IPad et tout ça pour qu'il se remonte le moral chouïa, ça fait partie aussi des mesures les plus efficaces. Chez les femmes jeunes, donc une contraception orale, il faut absolument, avec le médecin sain, choisir la molécule la plus adaptée en fonction de ses antécédents, mais il y a des facteurs de risque pour choisir la molécule qu'il faut. Il faut un régime plus sain, c'est-à-dire, et surtout riche en potassium. Certains ils recommandent les sels de potassium, mais je ne les recommande pas. Pourquoi? Parce que les sels de potassium, surtout chez les personnes qui sont en insuffisance rénale, ils peuvent avoir un excès de potassium, ils vont faire un trouble du rythme et un arrêt cardiaque. Donc, c'est pas bon. Il faut éviter ça. Mais par contre, en tout cas, des conseils, il faut suivre un régime riche en potassium, mais avec des aliments, c'est-à-dire des fruits et des légumes. Les meilleurs qui sont donc, par exemple, les abricots séchés. Pour 100 grammes, ça a 2 grammes de potassium dedans. La banane, pour 100 grammes, ça a 1 gramme de potassium. Les avocats sont riches en potassium. Les graines, les féculents, donc qui sont riches en potassium. Les dattes, les figues sèches, les kakis. Donc, il faut vraiment favoriser les aliments yagés parce qu'ils sont riches en potassium. Donc, on va mettre le team contre l'hypertension et les problèmes cardiovasculaires. Il faut augmenter les apports en potassium pour diminuer les apports en sodium. Vraiment, c'est une formule qui marche très bien et très efficace. Pour le sel, vous pouvez simplement c'est-à-dire remplacer le sel avec les épices par exemple. Un peu de gingembre, un peu de paprika, la cannelle, il n'y a que les épices. Les épices sont un facteur alcalinisant très intéressant, donc ça lutte contre l'acidité dans le corps, donc ça lutte contre l'inflammation chronique, donc ça prévient la rigidité et la constitution des plaques d'athérome au niveau des artères. Donc ça prévient les problèmes cardiovasculaires. Vous voyez le détail. Il faut aussi favoriser les aliments riches en vitamine D. La vitamine D d'Aaron, c'est un puissant antioxydant, c'est pareil. Il empêche le calcium de s'agréger dans les artères pour créer, c'est-à-dire les plaques d'athérome. Donc, il y a des fixés, le calcium, le guersène et tout ça. Donc, ça baisse le risque énormément. T-shirts. Il faut être de même t-shirts, des maquillants partout, tout le temps. Il faut diminuer la consommation de café. Il ne faut pas dépasser peut-être 2 tasses de café par jour. Il faut plutôt favoriser le thé. Mais le thé vert et pas le thé noir. Le thé vert, il a des substances. Il est riche déjà en antioxydants, donc il lutte contre l'inflammation chronique. Et en plus de ça, il baisse la tension artérielle. Pour le sommeil, il faut améliorer son sommeil. Comment? Donc il faut juste essayer de dormir un peu tôt, c'est-à-dire avant 22 heures idéalement, et tous les soirs à heure fixe. Et les personnes qui souffrent de troubles du sommeil, et surtout qui souffrent par exemple de maux de tête le matin, une somnolence la journée, il faut absolument qu'ils fassent c'est-à-dire un bilan à la recherche du syndrome d'apnée du sommeil. Donc le syndrome d'apnée du sommeil, c'est un facteur de risque cardiovasculaire très important et il suffit juste de mettre un appareillage, ça peut améliorer les chiffres tensionnels بلا ما تسويفي الدوان واشو. هكا نقدر تاكيران تزول تاكينا بوساكي او نتفكر ساعه دي تزول تيدي تدون يادا نسقردش تمثالتا في الديابيت وين يبغان دي شكا يسقسيا اختين دي شكا لادريس ميل كي صافيش اون با دو لا فيديو تجي كون دي لهنا تحضرتي منون